Parler des troubles somatoformes, ça peut amener à se poser des questions. On pourrait devenir tous des philosophes de la médecine. Il y a encore quelques années, des étudiants en médecine ou des étudiants en soins infirmiers pensaient que la pensée médicale était une théorie unique, qu'il y avait une vérité scientifique unique. Alors en fait, il y a des théories, et il y a des théories qui sont des théories royales, qui ont la logique expérimentale de Claude Bernard. Il vérifie d'un point de vue thérapeutique son hypothèse clinique, et si ça marche, c'est que son hypothèse était peut-être bonne. Alors, c'est pas si simple que ça, parce qu'on peut se tromper. Et puis, cette logique-là, donc, elle est à l'œuvre, y compris en psychiatrie, notamment dans les approches médicamenteuses. Elle est à l'œuvre en psychiatrie ou en psychothérapie dans les approches cognitivo-comportementales. Mais il y a aussi d'autres conceptions, des conceptions plus proches des sciences humaines ou de ce qu'on appelle de l'herméneutique, c'est-à-dire l'interprétation des textes. Et ceux d'entre vous qui font référence à la psychanalyse ont les mêmes références scientifiques que des historiens, où donc on analyse une situation, on n'est plus dans une logique expérimentale. Les modèles de la maladie d'un patient qui vient être examiné par le médecin sont des modèles variables. Le modèle le plus glorieux en médecine, c'est le modèle pasteurien. J'ai un symptôme, ce symptôme est en rapport avec un agent causal qui est un virus, qui est une bactérie, je donne un antibiotique, je le guéris, et je rends l'enfant guéri à la mère remerciante. Et c'est pour cela que la plupart des gens ici présents dans cette salle ont fait des professions de médecin ou d'infirmier notamment. Donc c'est un modèle qui est quand même très très pertinent. Mais les situations cliniques quotidiennes ne sont pas toujours aussi claires. En effet, je viens de vous parler d'un modèle qu'on pourrait croire être appliqué à la médecine au quotidien, mais en réalité, dans la médecine quotidienne, 70% des troubles sont des troubles dysfonctionnels, des troubles fonctionnels. C'est-à-dire que 70% des troubles ne répondent pas au modèle que je viens de vous présenter, et c'est pourtant le seul modèle, il y a quelques années, que nous avions dans la tête. Et puis, certains, la psychiatrie l'a fait dès les années 60, mais dans le développement de la médecine de la douleur, en France, à partir des années 80 pour les pionniers, et plus récemment peut-être, pour la diffusion de cette préoccupation de douleur, un autre modèle s'est développé, qui est un modèle plus différemment appelé circulaire ou pluridimensionnel, biopsychosocial. Ce sont des façons différentes de concevoir la médecine, et puis la psychologie elle-même a du coup des approches, des façons de concevoir la souffrance qui est très différente. Ces approches sont différentes selon qu'on est dans un point de vue par exemple plus psychanalytique ou plus comportementaliste. Et on sait qu'en France, les références théoriques dominantes encore dans les facultés de sciences humaines, de psychologie, c'est la psychanalyse, sont autour de la psychanalyse, alors que dans la plupart des autres pays du monde, la psychanalyse, certains peuvent le regretter d'ailleurs, ça n'est pas forcément qu'une bonne chose, pourraient dire des scientifiques extérieurs. La psychanalyse a complètement disparu. Alors c'est assez étonnant. Et les publications scientifiques internationales que j'évoquais dans mon propos précédent sont exclusivement autour du comportementalisme et du cognitivisme. Rien autour de la psychanalyse. Or, vous savez que la diffusion scientifique aujourd'hui, elle se fait exclusivement. Alors, il y a des livres, certes, mais en fait, elle se fait principalement par des articles scientifiques. Alors que dans la pratique quotidienne, bon nombre de professionnels de santé, bon nombre de psychiatres sont, mais c'est un terme qu'il faut prendre d'une façon très noble, des bricoleurs, comme aurait pu le dire Lévi-Strauss, donc des individus qui utilisent des outils d'origine différente pour arriver à construire quelque chose. Et même un psychiatre formé à la psychanalyse, à certains moments, joue un peu les cognitivistes ou les comportementalistes. Et après tout, il peut dire à son patient dépressif, ça serait bien que vous repreniez quand même la piscine qui vous aidait tellement. Et là, on n'est absolument pas dans une prescription psy. Bah si, on est dans une prescription qui est plus cognitivo-comportementale.
qu'à mon patient au niveau des mécanismes que je connais bien, nociceptifs ou neuropathiques, j'ai tendance à penser que si c'est pas très organique, ça doit être psy. Et on a entretenu, les psys eux-mêmes, ont entretenu ce trouble, puisque je cite une de nos collègues psychiatres, me semble-t-il, Agnès Combe, psychologue, qu'importe, qui dans un ouvrage pourtant de référence de François Bourreau en 1988, disait « La douleur psychogène, c'est une douleur cinématérielle, c'est-à-dire une douleur sans substratum organique. Il n'y a pas de lésion, ce qui est une ineptie. » Assez étonnant, hein, d'ailleurs, que cette erreur ait été admise et soit passée dans un ouvrage de référence. Si un patient vous dit « j'ai mal à la main », ça s'appelle de la douleur. Alors maintenant, si cette douleur est essentiellement psychologique, c'est parce que vous allez analyser, repérer des symptômes d'anxiété, de dépression, c'est peut-être une situation délirante qui fait que vous dites « regardez ma main, comment elle gonfle ». Ceci dit, cette main qui gonfle, ça peut être l'interprétation simplement d'un mécanisme neuropathique, enfin, où elle peut objectivement gonfler si on a une ergodystrophie. Enfin, on pense aux martyrs psychologiques qu'ont dû vivre nos pauvres patients souffrant de douleurs neuropathiques dans les années 60, quand ils allaient voir leur médecin en disant « c'est terrible, j'ai des fourmillements au niveau de mon pied, et puis ça m'élance », et puis le médecin le regardait en disant « il va vraiment pas bien celui-là, il est pauvre, des fourmillements, des élancements, il n'y a aucune lésion, tout va bien, on a passé la radio, si c'est horrible, c'est terrible, ça me déchire, ça a une sensation de brûlure, oui, de brûlure. » Il lui mettait un antidépresseur, le patient allait mieux, ce qui était bien la preuve que c'était une dépression. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les antidépresseurs, certains antidépresseurs sont d'excellents antalgiques du mécanisme neuropathique dont souffrait le pauvre patient. Donc vous voyez, c'est vrai que les analyses sémiologiques ne sont pas toujours si simples que cela. Alors, cette douleur psychogène, en tout cas, ce qu'on doit refuser, c'est de la réduire à un diagnostic d'exclusion. Certes, les diagnostics d'exclusion, c'est important dans la médecine d'urgence. Si quelqu'un a une douleur dans la poitrine, jusqu'à preuve du contraire, c'est un infarctus du myocarde ou une embolie pulmonaire. Même si 9 fois sur 10, c'est une crise d'angoisse. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est cela. Donc dans l'urgence, c'est important. Mais dans les troubles chroniques, ce diagnostic d'exclusion n'a plus la même puissance. Et un patient qui est triste, malheureux, il a une dépression. Alors ça ne veut pas forcément dire que sa douleur soit liée à cette dépression. Pour pouvoir affirmer l'origine psychologique d'une douleur, c'est en réalité très difficile. Il faut de toute façon un diagnostic psychiatrique positif. Et les diagnostics les plus fréquents sont les troubles anxieux, les troubles dépressifs et les troubles somatoformes dont nous allons parler. Et avant d'en parler, il faut qu'on évoque aussi le quatrième mécanisme de plus en plus évoqué dans les ouvrages qui analysent la douleur, qui est le mécanisme des douleurs dysfonctionnelles. Françoise Rada nous rappelle, en évoquant une étude publiée dans le British Medical Journal en 2004, que la responsabilité est probablement partagée entre les patients qui ont quelques résistances à évoquer des souffrances psychologiques, mais aussi les médecins eux-mêmes qui ont tendance à regarder surtout la partie somatique de la souffrance de leurs patients. Ils sont bien formés pour ça et donc ils regardent ce pourquoi ils sont le mieux formés. À partir de 420 enregistrements, c'est considérable, de consultations de patients qui avaient justement des symptômes médicalement inexpliqués. Et ce qui apparaît dans ces enregistrements, c'est intéressant comme procédure, comme étude, c'est que la plupart des patients, à certains moments, laissent entendre finalement qu'ils ont des difficultés psychologiques, mais que c'est peut-être pas toujours repéré, puisque en retour de cela, les médecins ont plutôt tendance à suggérer un trouble organique, et c'est finalement l'orientation que préfèrent prendre les médecins. Les patients ont du mal à se plaindre de leurs difficultés psychologiques et les médecins ont du mal à le voir. La somatisation, ce processus, peut répondre à plusieurs définitions. Et si ça met un peu le trouble dans votre esprit, c'est aussi la réalité de ce concept de somatisation, c'est que c'est un concept qui est peut-être pas suffisamment posé et que du coup, en n'ayant pas précisé, on se prive probablement de faire des études sur ce domaine, pourtant fréquent, vous avez entendu, 20% de la population est concernée, mais
on étudie très très peu ça. Certains disent la somatisation, finalement, ce n'est que l'expression d'une maladie psychiatrique à travers des plaintes corporelles. Le beau modèle, c'est l'anxiété ou la dépression. Quand je suis anxieux, j'ai une boule dans la gorge, j'ai une douleur dans la poitrine, j'ai mal au ventre ou au cou, voilà, je sais que je suis anxieux. Quand je suis dépressif, j'ai des douleurs, vous avez vu, hein, les douleurs, des douleurs au cou, des douleurs articulaires, des lombalgies, c'est très fréquent chez les patients dépressifs. Donc certains limitent le terme de somatisation à cela. D'autres vont un petit peu plus loin, et c'est ainsi qu'un auteur du nom de Kleiman évoque une détresse personnelle ou sociale qui s'exprimerait dans le corps avec la recherche de soins médicaux. Il en fait un processus de plainte somatique à la recherche d'une aide. Mayou évoquait simplement, lui, des symptômes, tous les symptômes finalement fonctionnels de la médecine quotidienne, et Lipovski, et c'est ce modèle-là qui est le plus cité, le plus retenu, psychiatre canadien ou américain, évoquait que la somatisation correspondait à des symptômes médicalement inexpliqués qui sont systématiquement attribués par le patient à une maladie physique et qui sont accompagnés d'un comportement de recours à des soins. C'est-à-dire que je vais voir le médecin, je passe des examens, je répète des examens, et ce trouble de somatisation va pouvoir apparaître à travers les systèmes de classification psychiatrique, à travers des diagnostics psychiatriques, que sont les troubles somatoformes. Il faut savoir que les troubles somatoformes, si l'on en croit ces chiffres dont je n'ai pas l'origine malheureusement, seraient très fréquents dans le domaine de la douleur chronique. 15 à 75% des patients traités pour douleur chronique, ça me paraît considérable. C'est le problème de l'épidémiologie, c'est souvent un peu surinclusif. C'est un auteur connu qui s'appelle Fishbein, qui a fait de grandes études épidémiologiques sur les aspects psychologiques, psychiatriques des troubles douloureux chroniques, et qui montrait qu'il y avait 30 ou 40% de troubles conversifs dans les populations qu'il avait étudiées de patients douloureux chroniques, ce qui me paraît tout à fait excessif, mais enfin bon, c'était des chiffres qui étaient rapportés, qu'on a rapportés d'ailleurs dans des articles rédigés il y a quelques années. Ces troubles somatoformes, vous voyez, seraient assez fréquents en médecine générale, puisque ça pourrait concerner de 10 à 30% des patients et jusqu'à 4% de la population générale. En même temps, on voit qu'on est dans un diagnostic qui est plus restrictif que les plaintes somatiques médicalement inexpliquées évoquées par Hardy en 1995, puisque cela concernait 20% de la population. Voilà l'ensemble des diagnostics du DSM-4, et rassurez-vous, je ne vais pas vous les énumérer, enfin en tout cas je ne vais pas tous les décrire. La classification américaine, notamment à partir du DSM-3 1980, et puis là dans sa classification DSM-4, liste comme trouble somatoforme le trouble de somatisation, le trouble de conversion, l'hypocondrie, le trouble douloureux et un certain nombre d'autres troubles plus rares, même si ceux-ci peuvent intéresser les psychiatres. Qu'est-ce que c'est qu'un trouble de somatisation? C'est un trouble qui débute en général avant 30 ans, qui a un impact social et affectif, et qui associe des symptômes somatiques sans cause organique, avec, vous voyez, des localisations sur le corps, avec au moins 2 symptômes gastro-intestinaux, un symptôme sexuel, un symptôme pseudo-neurologique. C'est une classification avec une énumération qui a rebuté énormément de psychiatres, et qui n'est pas facile d'ailleurs à repérer dans les études épidémiologiques. Ce qui est plus intéressant, mais on a du mal à le repérer dans les études épidémiologiques, c'est que c'est une histoire de la maladie qui est assez inconsistante, voire avec des contradictions, difficiles à reconstituer. Cliniquement, c'est des patients qui pourraient, par exemple, évoquer d'emblée lors de la première consultation avec leur médecin le fait que vous êtes ma dernière chance, ce qui laisse sous-entendre qu'il s'est passé beaucoup de déboires auparavant, ou bien encore j'ai tous les symptômes, de toute façon j'ai tous les problèmes, ou bien encore à la question et qu'est-ce que vous prenez comme médicament? Je n'en prends plus aucun parce que je les ai tous essayés, ou aucun ne marche, ou aucun n'est supporté. On est là dans ce contexte-là, et encore
clinique que je viens d'évoquer pour vous renvoie à un diagnostic plus particulier, plus précis, puisque les psychiatres de la salle pourraient y voir là l'expression d'une personnalité hystérique notamment. Ce sont des troubles qui donnent lieu à de multiples consultations, à de multiples examens, à de multiples interventions chirurgicales même. Il y a des gens en consultation à la douleur, on reçoit des gens qui ont été opérés 10 fois ou 12 fois. Alors vous me dites, consultation à la douleur, bien sûr, c'est très sérieux, ils ont dû avoir des trucs. Ouais, mais 10 fois ou 12 fois, avec pour la plupart des interventions qui sont à chacune assez discutables. Alors bien sûr, si ici, forcément, dans la salle, des gens sont concernés par les interventions pour un canal carpien, voilà, c'est quelque chose qui est important, mais c'est de la chirurgie qui est, pour certains auteurs, classée à la limite de la chirurgie fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on a un trouble, une douleur au niveau de la main, en rapport avec un nerf qui est coincé au niveau du poignet. Le chirurgien sait lever l'obstacle, mais sachez qu'on peut aussi traiter ça avec une orthèse. Alors bien sûr, l'orthèse, c'est contraignant, il faut la porter pendant 3-4 mois, toutes les nuits. Donc les gens prennent souvent l'option de la chirurgie. Et puis il y a des gens qui sont comme ça opérés à droite à gauche pour des raisons qui, chacune d'entre elles, est tout à fait valable, mais on est quand même assez étonné de ça, de ces chirurgies multiples. Autre trouble évoqué par la classification américaine, le trouble de conversion. Des symptômes ou des déficits qui touchent plutôt la motricité ou les fonctions sensitives, qui peuvent être liés à un conflit, un facteur de stress. Alors, pas toujours facile à repérer. Et le fait qu'il y ait un conflit ou un facteur de stress ne veut pas forcément dire qu'il en est responsable. Si quelqu'un débute un cancer à un moment où il a perdu un être cher, ça ne veut pas forcément dire que le cancer est dû au deuil. Alors, bien évidemment, on a là aussi des hypothèses, des réflexions. On a montré qu'un deuil pouvait altérer le système immunitaire. Oui, c'est prouvé. Mais bon, de là à déclencher le cancer, les choses sont-elles aussi simples? Tout ce que je vous ai évoqué, et d'ailleurs j'ai déjà cité le terme d'hystérie, renvoie en fait à un ancien diagnostic. Alors je dis ancien dans la mesure où les Américains représentent la modernité, hein, et que le reste du monde, hein, la vieille Europe, c'est forcément derrière. Ce qu'on appelait donc la névrose hystérique, qui a été démembrée, le choix du mot est particulier, qui a été démembré dans le DSM-3. Le DSM-3 avait plusieurs fonctions, une fonction d'abord scientifique indéniable, hein, et ça a marqué des progrès considérables dans la psychiatrie internationale, ça a entraîné des progrès, mais il y avait aussi le DSM-3 deux fonctions qui n'étaient pas toujours bien connues des psychiatres français, par exemple, ou ailleurs qu'aux États-Unis. C'est que le DSM-3 voulait réduire deux entités diagnostiques qui avaient pris toute la place dans les diagnostics de psychiatrie aux États-Unis. Et les deux entités, c'était la schizophrénie, l'hystérie. Car aux États-Unis, avant le DSM-3, les patients, ils étaient soit hystériques, soit schizophrènes. Et donc, il fallait un peu affiner les diagnostics. Et le résultat, c'est que les névroses, et notamment l'hystérie, reposant sur une théorie qui n'était pas admise majoritairement aux États-Unis, qui était la psychanalyse, ils ont souhaité répartir ce diagnostic à travers les nouveaux diagnostics du DSM-3, DSM-4, donc classification américaine, à travers des manifestations somatiques. On a comme ça le trouble de somatisation, le trouble de conversion que j'ai évoqué, puis d'autres que je ne vais pas évoquer, mais qui sont le trouble dissociatif, ou même des manifestations, des troubles de la personnalité, avec la personnalité histrionique, ou même la personnalité passive-dépendante, qui peut aussi diversement être associée à l'hystérie. L'hystérie, vous savez, c'était cette invention de Freud, pas d'ailleurs de Freud, mais en tout cas la névrose, et qui a été, en tout cas, retenue, admise en France jusqu'en 1980, jusque dans les années 80 ou 90, hein, puisque dans les ouvrages de référence des psychiatres français, qui étaient des ouvrages de Henriet, les névroses étaient un chapitre à part entière, au même titre que les psychoses. Et qu'est-ce que c'est que l'hypocondrie selon la classification américaine? C'est la crainte d'être atteint d'une maladie grave fondée sur l'interprétation erronée de symptômes physiques, avec des patients en général qui ont un discours très centré
autour de leur douleur pour les patients qui sont douloureux. L'hypocondrie renvoyant à une multitude de diagnostics, ça c'est dans une classification française, on pourrait dire, puisque l'hypocondrie, elle peut être délirante, avec le délire paranoïaque, qui en est une forme, hein, le président Schreiber a quelque chose de ça, mais aussi avec certaines formes de mélancolie délirante, c'est le syndrome de Cotard, de négation d'organes. C'est épouvantable, docteur, mais ce goût étrange que j'ai dans la bouche, eh ben c'est mon cerveau qui coule dans ma gorge. Hein, là, on est dans on imagine la souffrance terrible de cette patiente qui me rapportait ces propos. L'hypocondrie, c'est un symptôme ou un syndrome associé à la dépression, et de façon assez courante et cette fois-ci non délirante. J'en conclurai dans ce survol des troubles somatoformes où il a été surtout question de troubles de conversion et d'hypocondrie. J'en conclurai sur des hypothèses qui ont été évoquées par des comportementalistes, des hypothèses que Françoise Radar reprenait, non pas à son compte, mais qu'elle présentait comme étant les hypothèses les plus modernes sur cette hypocondrie. Ce que nous disent Warwick et Barsky, c'est qu'il existe en fait des préoccupations de santé chez certains patients, et notamment associées à une hypervigilance par rapport aux symptômes physiques. Les gens les plus anxieux rapportent plus de symptômes que les autres. Ceux qui ont la conviction d'avoir des maladies organiques éventuellement cachées vont aller rechercher leurs symptômes. Et si vous vous amusez, c'est pas un jeu à faire, hein, mais si vous vous amusez à prendre votre pouls ou à sentir votre respiration, si vous prenez votre pouls, c'est terrible. Parce qu'au bout d'un certain temps, vous allez sentir, bien sûr, un petit changement dans la fréquence cardiaque, peut-être une extrasystole, que sais-je. Pour les plus anxieux, c'est une expérience terrible. Donc être hyper vigilant par rapport à ces sensations physiques, alors qu'on a tous naturellement, plusieurs fois par mois, des symptômes somatiques inexpliqués, il faut savoir que ça fait partie de la vie. Effectivement, on peut doucement sombrer dans l'hypocondrie, dans ces troubles somatoformes. Alors que deviennent tous ces patients? On a une étude de suivi de patients à 1 an qui donne des résultats que j'ai trouvé, moi, rassurants, parce que j'avais l'impression que la chronicité était quand même la règle, et surtout pour l'hypocondrie. Vous voyez, quand les symptômes médicalement inexpliqués surviennent, on s'aperçoit qu'au fil du temps, au bout d'1 an, la moitié en gros des patients ont pu s'améliorer. Et j'en conclurai, peut-être pour faire encore une ouverture, sur une grande enquête que Jaz Aravan et moi-même avions publiée avec un certain nombre de collègues psychiatres et pharmaciens sur l'enquête nationale concernant la douleur et sa prise en charge dans les services de psychiatrie français, publiée successivement dans Douleur analgésique puis dans l'information psychiatrique. Et c'est d'ailleurs quand ça a été publié dans l'information psychiatrique que ça a diffusé dans le monde de la psychiatrie. Comme quoi, il ne faut pas se tromper de médium de diffusion de l'information. Juste 2 questions qui peuvent être en rapport avec ce qu'on évoque aujourd'hui. Quand on demande aux psychiatres, pensez-vous que la prise en charge de la maladie mentale et des troubles somatiques lorsqu'il y a des troubles psychiques soit satisfaisante, on voit que 69% des psychiatres estimaient, on était à la fin 2005, c'est bien ça, GA, 69% des psychiatres estimaient que la prise en charge des troubles somatiques chez les patients souffrant de troubles psychiques n'était pas satisfaisante. Sachez aussi qu'on avait dans cette étude-là repéré que seuls 30% des malades suivis en psychiatrie avaient un médecin généraliste bien identifié. C'est tout à fait aberrant. Hein. Et puis à l'inverse, on avait demandé aux psychiatres, est-ce que vous pensez que la place de la psychiatrie est satisfaisante dans l'évaluation et la prise en charge des patients douloureux? Et 74% d'entre eux estimaient que la psychiatrie n'avait pas encore une place suffisante. En conclusion, en fait, il y a beaucoup de conflits, beaucoup d'interrogations autour de la question de la somatisation. Il y a des conflits entre le médecin et le patient. Les médecins eux-mêmes restent pris dans la question de l'étiologie.
Or, dans ces troubles dysfonctionnels, il n'y a pas d'étiologie organique, c'est-à-dire que le modèle anatomoclinique n'est pas pertinent, donc c'est que vous n'avez rien. Et si vous n'avez rien, puisqu'il faut quand même une étiologie, c'est que c'est psy. Oui, et on s'aperçoit que ce sont des raccourcis qui parfois sont efficaces, mais qui, dans la plupart des cas, ne donnent pas satisfaction aux patients. On s'aperçoit que la terminologie elle-même est influencée par les conceptions et que si on a rejeté la notion d'hystérie, c'est parce que ça renvoyait à la notion de névrose hystérique. Les Américains appelaient ça le syndrome de Briquet, enfin, une des formes d'hystérie, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas utiliser ce terme d'hystérie. Donc les difficultés ou les errances finalement que j'ai un peu évoquées concernant l'évolution des diagnostics de troubles somatoformes et de somatisation reflètent bien finalement les incertitudes conceptuelles. Et Françoise Rada notait un point que j'ai déjà évoqué, que c'est finalement le regretter qu'à cause de ces insuffisances, et ben, du coup on n'avait pas de recherche sur ce domaine, et puis une absence de guidelines, une absence de référentiel thérapeutique pour la prise en charge des troubles somatoformes.